Merci donc à notre technicien du jour qui nous accompagne dans la réalisation de cette émission. Notre technicien, c'est bien sûr Yves. La supervision technique est assurée par Fredin Toutoum. Devant ce micro, je suis Moine Dibal, votre humble serviteur. Nous rappelons que nous sommes sur les 106 FM, la fréquence de la connaissance, et dans le cadre de votre émission Renaître, émission qui traite de l'agroculturel. Aujourd'hui, nous débattons sur la genèse de la vie. La genèse de la vie. Et en première partie de notre émission, nous avons parlé de l'apparition de la vie sur Terre. Et pour les initiés, Kemet, berceau de la vie sur Terre. Avec nous, pour discuter de cette thématique, Dr Wankiama Pissama Mambundu, qui est lui enseignant à l'université Omar Bongo et secrétaire général du Laban. Avec nous également monsieur Yannick Manfumbi, qui est le producteur délégué de cette émission. On va donc poursuivre notre aventure. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'apparition de la vie. Nous avons donc dit que les premiers signes de vie, les premières cellules de vie, la première faune, la première flore est apparue en Afrique, ce qui est communément appelé, ce qui est appelé l'Afrique, qui est nommé par un philosophe, c'est ça? Oui, de la Grèce antique. Il est en même temps philosophe et empereur de Rome. Il s'appelle Cicéron. Voilà. C'est lui qui a donné ce nom. D'accord. Qui a émis ce nom pour la première fois dans l'histoire. Alors, on va revenir avec cette thématique et cette fois-ci, on va parler de l'apparition de l'homme, Kemet, berceau de l'humanité. Qu'en est-il? Ben oui, Kemet, c'est le berceau de l'humanité. Nous avons déjà vu que la plus ancienne trace d'hominidés, c'est à Toumaï, moins 7 millions d'années. Et Toumaï, c'est une région du Tchad actuel. Donc nous voyons bien que nous sommes dans ce qu'on appelle la moyenne vallée du Nil. Si on voit le Tchad et le Soudan se juxtent et le Nil traverse bien le Soudan. Donc Toumaï étant la plus ancienne trace des fossiles qu'on classe dans la lignée des hominidés, à 3 millions d'années plus tard, nous avons le fossile de Lucie, notamment dans la zone éthiopique, entre l'Éthiopie et le Kenya. Nous avons Lucie, qui est, elle, appelée Australopithèque. Donc c'est un Australopithèque, et sachant bien que Australopithèque est un terme grec qui veut simplement dire singe du sud. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas encore là dans le règne de l'homme. Nous sommes dans ce que la science appelle les ascendants des humains. Voilà. Parce qu'ils ont des caractéristiques qu'on rapproche de l'homme. Donc ici, nous sommes dans le point de vue selon lequel il y aurait eu une adaptation dans le temps qui a permis justement la spécialisation juste de l'hominidé à l'homme. Ensuite, nous avons, par génération successive, nous avons eu l'Homo erectus, qui est lui daté de entre 1 million d'années et 450 000 ans avant Jésus-Christ. À la suite de ça, nous avons l'Homo faber, qu'on appelle communément l'homme de Néandertal, qui, en passant, il faut signaler qu'on a les grottes de Broken Hills et de Olduvai en Afrique du Sud, où on trouve des fossiles de ces Homo plutôt erectus. Ensuite, nous avons l'homme de Broken Hills, qui est, lui, daté entre moins 450 et moins 20 000 ans. Et là, nous sommes dans le règne des Homo néandertalistes, donc l'homme de Néandertal, dont le nom Néandertal est parce qu'on avait retrouvé ce type d'hominidé dans le bassin germanique, et notamment dans le site de Néandertal. Mais le terme générique, c'est Homo faber, c'est-à-dire que c'est un homme qui avait des capacités manuel et artistique, mais qui n'avait pas ce qu'on appelle le lobe frontal, qui permet l'imagination, le langage humain, le langage articulé. Et vers moins 190 000 ans, nous avons dans la vallée de l'Omo, entre l'Éthiopie et le Kenya, l'apparition de l'Homo sapiens, qu'on appelait l'Homo sapiens archaïque. Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait, l'homme savant, l'homme moderne.
l'homme actuel. Moins 190 000 ans, toujours dans la vallée de l'Omo, donc aux sources du Nil, entre le Kenya et l'Éthiopie. Et plus tard, nous avons l'homme de Erto, toujours dans l'Éthiopie actuelle, l'homme de Erto qu'on appelle Homo sapiens idaltus, c'est-à-dire l'homme moderne le plus ancien. Et la reconstitution a été faite dans le magazine Nature daté de 2004, où on a la reconstitution de cet homme qui est un homme comme vous et moi. Il est noir, les cheveux crépus, le nez camus, le visage bouffi, et le prognatisme propre aux populations négroïdes dans le jargon paléontologique. Donc, cet homme de Erto, en moins 165 000 ans, va tout simplement suivre naturellement la vallée, c'est-à-dire qu'il va descendre la vallée du Nil. Ici, c'est toujours le lien entre cette histoire, cette proto-histoire, cette histoire ancienne et l'eau. On a compris que pour que l'homme vive, il fallait qu'il soit aux abords de l'eau. Donc, il va descendre la vallée et on va assister à ce qu'on appelle les migrations planétaires primaires. Ces migrations planétaires primaires de l'Homo sapiens, bien sûr, sont datées de... On a l'homme fossile de Palestine à Kesfa, qui date de moins 100 000 ans, mais après Kesfa, on n'a pas de suite. Ça voudrait dire que après là, il s'est arrêté, il n'y a pas eu de descendance, mais c'est déjà un Homo sapiens. Ensuite, on a Grimaldi, c'est-à-dire en Europe actuelle, entre moins 80 000 et moins 40 000 ans, c'est-à-dire que on suppose qu'il serait passé par le détroit de Gibraltar pour peupler l'Europe. Cet homme est toujours négroïde, cheveux crépus, trapu, prognatisme, et à partir de moins 20 000 ans, pendant la période quaternaire que je disais, dont je parlais tout à l'heure, et à la dernière glaciation qu'on appelle la glaciation Wourmienne, il y a eu une adaptation au climat qui a donné l'homme de Cro-Magnon, qui avait des traits négroïdes, mais qui était de peau blanche. Et c'est donc cet homme de Cro-Magnon qui est l'ancêtre des leucodermes, c'est-à-dire les blancs actuels. Ensuite, on a l'homme de Chancelade, ou le premier exantoderme, qui date de moins 15 000 ans, c'est-à-dire l'homme de type asiatique aujourd'hui, qui est issu, selon toute vraisemblance, puisqu'il a ce qu'on appelle le facteur Diego, d'un mélange d'un homme de Cro-Magnon, déjà donc devenu blanc par adaptation, et d'un homme, on va dire, de type originel de Erto, qui a migré, lui, par l'isthme de Suez pour aller peupler le continent asiatique. Il faut savoir que les premières migrations planétaires des hommes Homo sapiens, c'est-à-dire les hommes modernes comme vous et nous, sont des migrations de peuples de type noir, c'est-à-dire de type mélano-africain. Ils sont les premiers à avoir peuplé la Terre. Donc, personne ne peut le contredire, puisqu'aujourd'hui, les études de paléontologie et de génétique le démontrent. Permettez, docteur, que l'on rappelle le numéro de téléphone par lequel on peut nous joindre, 02 01 88 85, c'est sur Radio Campus, la 106 FM. Permettez également que je vous pose la question, mais quelle relation y a-t-il entre l'agriculture, la culture et la migration, l'évolution des hommes, mais également pourquoi aujourd'hui, enfin vous nous dites selon vos études, selon les études faites, que le premier homme est négroïde, c'est un négro-africain, si je peux me permettre. Et puis, avec l'évolution, on se retrouve avec des blancs, des noirs, des asiatiques. Comment expliquer cette différenciation de la couleur de la peau? Cette différenciation, elle est simple. C'est-à-dire que dans le compte, si quelqu'un disait, bien sûr, un scientifique, archéologue, disait que si l'humanité n'avait pas quitté Kemet, toute l'humanité serait restée noire. Et donc, la diversité est une richesse qui montre la capacité d'adaptation de l'homme à son environnement. Mais c'est aussi une leçon. C'est une leçon qui nous dit que l'homme est soumis aux lois de son environnement pour survivre. Ça sous-entend ceci. Ça sous-entend que l'investissement de l'homme dans son entourage est primordial dans sa capacité à pouvoir répondre aux besoins de sa propre survie. Nous avons vu que là où il est né, l'homme est né aux abords des fleuves. C'est-à-dire que automatiquement l'homme était dans une relation à l'eau qui lui permet de survivre. Mais comme l'eau
est l'élément qui lui permet de survivre, il ne peut survivre que par des êtres vivants comme lui, qui sont l'adaptation des plantes à un régime qui lui permet de pouvoir maintenir sa vie. En fait, ici, c'est un clin d'œil au fait que la première trace de vie étant sortie de l'eau, la première trace de l'humain est aux abords de l'eau. À partir de ce moment, il y a un lien étroit entre le développement de la culture endogène à Kemet, c'est-à-dire africaine, dès l'apparition de l'homme. Vous voyez, dès son apparition, il essaye de dompter la nature qu'il y a autour de lui. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque déjà, l'homme, le premier homme apparu, pratiquait déjà de l'agriculture? Non, il ne pratiquait pas l'agriculture. Il était un prédateur, mais ce prédateur avait une fonction, je veux dire, avait plutôt une relation particulière à l'eau, parce qu'on voit que dans toutes les migrations, dans l'évolution temporelle, dans ce continent, il ne fonctionnait qu'autour de l'eau. Lorsqu'il sort du continent, et là on peut le voir du côté asiatique, il a migré et développé un certain nombre de choses dans le bassin de l'Indus. Donc, dans le bassin de l'Indus, dans le bassin mésopotamien, c'est-à-dire avec Sumer, mais là c'est quand on arrive aux civilisations. Et paradoxalement, en Europe, né à cette même époque, entre moins 190 et moins 20 000 ans, nous sommes dans la période de glaciation. La glaciation a entraîné qu'en Europe, il n'y ait pas de bassin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la preuve, les premières traces d'agriculture ne sont pas en Europe. Les plus anciennes traces sont en Afrique et ensuite en Asie. Ça voudrait dire que dans son rapport à l'environnement, son rapport à l'eau et son rapport à la vie, ça montre comment la culture qui est née de ce rapport va donner les civilisations qu'on va voir plus tard. Et on verra que ces civilisations sont des civilisations générales qui sont des civilisations de l'eau. Alors, docteur Wokiama Pissama, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Pourquoi, si l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et lieu dans lequel on rencontre toutes les commodités nécessaires à la vie, pourquoi l'homme, le premier homme, était-il amené à se déplacer pour aller aussi loin qu'en Europe, qu'en Asie? Bon, je ne vais pas faire dans le charlatanisme, mais je vais essayer de donner quelques explications liées à l'observation. La première chose, c'est que les êtres humains sont des dits entre griffes, des êtres grégaires. C'est-à-dire, c'est des êtres qui sont toujours en groupe et très souvent avides de découverte et de liberté. On peut le voir même chez n'importe quel animal évolué, c'est-à-dire qu'un vertébré, il a tendance à découvrir son environnement et chercher à comprendre quelle relation il a à cet environnement. Il faut simplement dire que les déplacements étaient aussi liés à cette époque à la recherche d'éléments de subsistance. C'est-à-dire que avant la naissance de l'agriculture néolithique, les hommes sont essentiellement des prédateurs. C'est-à-dire qu'ils prélèvent directement ce dont ils ont besoin dans la nature et ça poussait ces hommes-là à se déplacer. Voilà. Maintenant, s'il y a des raisons autres, j'avoue que je n'ai pas... Vous l'avez dit, docteur, c'était des prédateurs, et donc, me semble-t-il, des prédateurs à la recherche de leur gibier, toujours en train d'aller plus loin, et peut-être, puisqu'ils se nourrissaient également des fruits, tout à fait, de cueillette, de chasse. Ils étaient toujours en quête de nouvelles sensations. Merci donc d'être avec nous sur les 106 FM, la fréquence de la connaissance. Vous êtes sur Radio Campus et dans le cadre de votre émission Renaître des rites agricoles au mystère de la vie. C'est votre émission agroculturelle tous les samedis de 9h à 10h. Et dans le cadre de cette émission, pour vos interventions, un numéro de téléphone à votre disposition, 02 01 88 85. La réalisation est assurée par Yves. Devant ce micro, je suis Moine Dibal, votre humble serviteur, pour discuter de la thématique du jour, la genèse de la vie. Nous avons dans ce studio le docteur Wokiama Pissama et nous ne cesserons
jamais de le rappeler. Il est enseignant à l'université Omar Bongo et secrétaire général du Laban. Avec nous également, monsieur Manfumbi Nyama, qui lui est chargé de la production déléguée de cette émission. Monsieur Manfumbi, à ce stade du débat, quelle est l'observation que vous faites de la genèse de la vie sur la Terre? Bien, mais là, on est déjà au stade de l'apparition de l'homme. On s'apprête à voir comment, qu'est-ce qui va se passer, et comment il va sortir de la vie de prédation et de cannibalisme pour entrer dans la civilisation et la sédentarisation et tout ça là. Cette intervention de M. Manfumbi nous amène donc à écouter une nouvelle sonorité que nous propose notre réalisateur de ce jour. Sankanda me blane kai moi.